À la fin de la guerre, les vainqueurs s'attaquent à reconstruire le monde, par exemple avec la création de l'ONU en 1945. Pour ce qui est des monnaies, on réunit la conférence de Bretton Woods. Bretton Woods, petite ville de la côte est des États-Unis, 1944, se réunissent un certain nombre de gens avec l'idée que la Seconde Guerre mondiale n'a pas pour seule cause les dérapages économiques, la guerre des monnaies, mais que ça a été une cause. Que par conséquent, il faut essayer de remédier à ça. Et donc que pour ça, il faut mettre en place une sorte d'ONU monétaire. Conséquence du rôle fondamental des États-Unis dans la guerre, on décida de faire du dollar la monnaie centrale du système financier mondial. Les grandes monnaies avaient été laminées par la guerre, tous nos pays étaient endettés vis-à-vis des États-Unis qui avaient financé leur reconstruction, la livre sterling n'existait pas ou peu, le franc français non plus. 44 pays signèrent ces accords, pratiquement tous les principaux pays du monde libre. L'Union soviétique fut sollicitée mais choisit de ne pas signer. Ce fut un événement sans précédent. Bretton Woods met en place ce qu'on appelle un système de change fixe. La valeur du dollar est fixée à 35 $ l'once d'or, c'est-à-dire que le gouvernement américain s'engage à remettre une once d'or à toute banque centrale qui présentera 35 $ à son guichet. Les autres monnaies du monde ont aussi une valeur par rapport au dollar pratiquement fixée une bonne fois pour toutes. Le dollar étant devenu la monnaie internationale, c'est la monnaie par excellence. C'est un privilège que d'être le pays qui émet la monnaie qui sert aux autres. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'ils financent leur déficit? Comme tous les autres pays, d'abord avec leur propre monnaie, puis ensuite ils arrivent au bout, les autres pays ils peuvent plus, et ils sont obligés de le financer avec du dollar, avec de l'or, et ils en ont plus ou moins, et quand ils en ont plus, ils sont bien obligés de limiter leur déficit. Donc dans tous les pays, il y a une sorte de mécanique automatique de limitation du déficit, parce que tout simplement on ne peut plus le payer, sauf pour les États-Unis, puisqu'ils financent leur déficit uniquement avec leur propre monnaie. Donc on pourrait presque dire, en reprenant une image qui est un peu trompeuse, mais qui est évocatrice et que tout le monde connaît, qu'il y a la planche à billets qui tourne, et que par conséquent c'est facile de financer son déficit. Dans les années 50, les États-Unis déversent des monceaux de dollars sur le reste du monde. D'abord au titre de l'aide à la reconstruction. C'est le fameux plan Marshall. Les pays de l'Europe de l'Ouest viennent de ratifier un document essentiel. Le plan Marshall a reçu leur feu vert. En résumé, l'accord de Paris donne mission à l'Amérique de fournir une fois de plus des munitions à ses alliés. Mais cette fois-ci, ce sont des munitions pour la paix sous forme de nourriture, de matériel et de dollars. En tout, plus de 17 milliards de dollars. Puis, dans les années 60, les États-Unis commencent à se payer le monde. Ils investissent massivement à l'étranger tout en faisant face aux dépenses militaires de la guerre du Vietnam. Ils payent évidemment tout en dollars. Nous investissions plus à l'étranger que le reste du monde n'investissait aux États-Unis. Alors nous affichions un déficit de quelques milliards de dollars. C'était minuscule par rapport à celui d'aujourd'hui. Mais bon, ça en énervait certains. Le président de Gaulle fut l'un des premiers à émettre publiquement des critiques. Comme il l'a dit dans les années 60, en tant que monnaie du monde, le dollar et les États-Unis disposaient d'un privilège exorbitant.